Qui aurait cru qu'Arthur deviendrait un tel personnage? Oui, il devient de plus en plus fou et détestable, ce qui baisse de plus en plus l'image du perso à mes yeux. Ne vous inquiétez pas, nous allons en parler. Yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien, Crapper ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la revue du chapitre 102D, 4 chevaliers de l'Apocalypse, le roi fou, un chapitre juste incroyable qui nous montre d'office les perspectives d'Arthur, ce qui m'enthousiasme grandement. Nous avons aussi le nouvel arc qui devra débuter dans le prochain chapitre. Aurons-nous un arc prometteur ou non? Nous allons parler. J'ai énormément aimé ce chapitre, cette vidéo a un peu été écrite à la va-vite. J'étais un peu surmené en l'écrivant, donc s'il y a des choses qui ne coïncident pas ou que vous ne comprenez pas, faites-moi savoir en commentaire. Ce chapitre est divisé en 3 parties si je ne dis pas de conneries, mais sans plus tarder, entrons vite dans le vif du sujet. Si vous aimez ce manga, laissez rapidement un gros pouce bleu sous cette vidéo, partagez-la, rejoignez cette bataille qui s'annonce peut-être palpitante en vous abonnant et en activant la petite cloche de notification. Vous ne serez peut-être pas déçus et c'est l'un des meilleurs soutiens que vous pouvez apporter à la chaîne. Alors merci à vous et merci à ceux qui sont déjà abonnés. Laissez un petit commentaire sur votre ressenti et autres concernant cette vidéo. J'essaierai de répondre s'il y a des questions bien évidemment. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma seconde chaîne, mon Twitter et mon Insta. C'est gratuit et ça me ferait énormément plaisir. Merci à ceux qui le feront. Et pour votre plus grand plaisir à vous, il y a aussi le groupe Discord et Facebook. Vous y trouverez peut-être votre bonheur. Tous les liens se trouvent en description. Sur ce, bonne vidéo. Déjà nous sommes ramenés au royaume éternel Camelot. Alors le chapitre souffre avec un Arthur dans sa chambre, pensif, parlant bien évidemment à Ironside de la mort de Macduff et Chenich. Ce qui avec cette case ne lui plaît peut-être pas. Alors nous avons une Guenièvre étant aussi dans sa chambre, parlant et disant que l'un d'eux a été tué par Arthur, ce que nous connaissions déjà bien évidemment. Nous avons avec ce petit dialogue émis par Guenièvre la façon dont Arthur s'y est pris pour éliminer Chenich. En fait, il a utilisé inversion de la malédiction. En quelques mots, ce sort touche tous ceux qui ont été bénis par la magie du chaos, leur tuant bien évidemment. La semaine passée, je vous avais parlé d'un Arthur le faisant car il connaissait le cours des événements. Cette théorie est confirmée car s'il ne connaissait pas où le quatuor allait partir, alors il n'allait pas savoir qu'il fallait utiliser ce sort sur Macduff et Chenich. Et donc, Lancelot leur aurait tué sans que personne ne le sache. Je me demande toujours jusqu'à maintenant pourquoi dans la véritable chronologie Lancelot leur a-t-il tué, car il cherche un moyen d'atteindre Camelot. Ce serait donc embêtant de faire cela. Mais bon, nous ne le saurons jamais car cette chronologie a été tout bonnement effacée. Donc pour en revenir à ce que je disais, la magie de Guenièvre permettra à Arthur, en ne prenant pas en compte les autres faits, d'empêcher le quatuor de trouver le moyen d'entrer à Camelot, en utilisant inversion de la malédiction à tous ceux qui seront vus par Guenièvre en train de combattre le quatuor. Ce qui complique encore plus la mission du quatuor. Ils devront vraiment trouver un autre moyen d'y accéder ou bien ils devront juste tromper le destin. Nous allons y revenir. Ironside sera en accord avec la mesure qu'Arthur a prise concernant Chenich, car avoir des chevaliers qui trahissent leur royaume aussi facilement serait grandement embêtant. Alors, nous avons une Guenièvre parlant enfin du prix qu'Arthur devra payer en défiant le destin, et je n'ai pas très bien compris ce que Guenièvre dit à Arthur à ce moment précis, car elle dit qu'à cause de ses ordres folles, Arthur a perdu 2 chevaliers qui devraient vivre sans mourir dans la véritable chronologie, ce qui me dérange grandement car dans la chronologie d'origine, appelons cela X, les 2 chevaliers se font tuer par Lancelot, et dans cette chronologie, ils se sont fait aussi tuer, mais cette fois ça n'a pas été fait par Lancelot, mais bon ça revient au même car ils sont quand même morts. Donc vraiment c'est un peu incompréhensible ce qu'elle dit d'après moi bien évidemment, mais bon peut-être qu'elle voulait juste dire par exemple que si Arthur, en sachant ce qui allait arriver, leur avait demandé de rentrer à Camelot ou de ne rien tenter contre le quatuor, tout se serait bien passé pour eux. Même si d'après moi le problème c'est l'eau et ses compagnons qui ont été la faille de cet avenir, mais nous allons y revenir. Mais bon, si vous avez d'autres idées concernant ce que dit Guenièvre, faites-le moi savoir en commentaire. Alors après avoir écouté ce qu'a dit Guenièvre concernant le prix à payer pour défier le destin, nous avons alors non, j'ai juste perdu tout le respect que j'avais pour le perso. Nous avons alors Arthur rigolant bien évidemment de ce prix à payer, car comme prix il a juste dû perdre 2 pauvres chevaliers chaotiques. Nous voyons bien qu'Arthur ne considère pas du tout ces chevaliers, ou peut-être qu'il ne considère pas les plus faibles ou ceux qui ne font pas partie de sa patrie. Il parlera du fait qu'il blesse les chevaliers prophétiques émotionnellement plutôt que physiquement.
j'allais oublier de le dire. En fait, Arthur sait bien que le quatuor a perdu un compagnon de voyage. Et il ajoute que même s'ils sont des chevaliers prophétiques, ils ne sont encore que des gamins de 16 ans ayant une faiblesse en termes d'émotion. Car ils ont maintenant un truc énorme sur leur conscience à supporter. Alors Arthur demandera à Guinevere la suite des événements. Cette dernière lui fera remarquer qu'il a juste légèrement changé le cours des événements et lui appellera par Arthur et non par Roi Arthur. Nous avons Arthur dans une case qui m'a grandement plu, disant à Guinevere de surveiller son langage et de lui répondre. J'aime l'idée concernant ces deux facettes d'Arthur car il peut être rigolo tout ça, mais juste d'un coup, en activant le chaos, il devient plus sérieux. Il a juste une seule erreur peut être fatale à la personne en face de lui, même s'il peut ensuite réparer cela. Mais bon, je kiffe quand même ces deux facettes, personnalité, je sais pas quoi, d'Arthur bien évidemment. Il se souviendra de ce que Guinevere lui avait dit concernant leur destination après Walnac. Il parle bien évidemment de l'autoroute se situant à Dalmarie, séparant leurs différentes destinations. Nous devons y revenir, car en lisant ce chapitre, je n'avais pas bien compris un truc. Mais en relisant le chapitre où Guinevere dit à Arthur qu'ils se sépareront à Dalmarie, m'a fait comprendre cela. Nous allons y revenir. Alors, nous avons Guinevere l'expliquant qu'après la défaite de Macduff et Chéniche, il envoyera 6 chevaliers chaotiques à Dalmarie. 2 d'entre eux seront mis hors d'état de nuire et les 4 autres se feront tuer. Alors, nous avons Ironsides disant à Arthur: pourquoi ne pas envoyer 2 fois plus? Si j'ai bien compris, il dit d'en envoyer 12. La première fois que j'ai lu ce chapitre, j'ai cru qu'il parlait de 4 chevaliers, en tenant compte de Chéniche et Macduff. Mais en relisant ce chapitre, j'ai remarqué que c'était 12. Car le prochain truc qui sera dit par Arthur, oui. Et Arthur lui dira qu'ils sont limités en termes de ressources humaines. Donc pas moyen d'en envoyer autant. Arthur dira à Ironside de choisir les 6 chevaliers qui devront aller affronter le quatuor et d'ajouter son beau-frère parmi eux pour qu'il y ait 7. Ironside essaiera de montrer un petit signe de refus. Mais bon, Arthur l'intimidera et lui dira que c'était une demande de son roi. C'est sur cela que leur discussion se conclura. Alors, je n'ai pas parlé de cela plus tôt, mais juste le fait d'avoir ces miroirs, si je puis les appeler ainsi, diffusant la discussion là où vous pouvez parler à une personne qui se trouve dans une autre chambre, m'a grandement plu. C'est un peu comme l'appel vidéo de leur époque. Non, je dirais plutôt la conférence vidéo. Oui, avec un Arthur étant bien évidemment la source de la conférence. Mais bon, chez eux, c'est grave limité, car ça ne peut en théorie pas être fait hors du royaume éternel. Peut-être même que ça ne peut se faire qu'à l'intérieur du château. Mais bon, peut-être que c'est le moyen qu'Arthur utilise pour communiquer avec ses chevaliers lorsqu'ils ne sont pas à Camelot. N'oublions pas d'émettre cette idée. Mais bon, l'avenir nous le dira. En revenant à Lancelot, peut-être qu'il ne leur avait pas tué Macduff et Chéniche dans la chronologie d'origine, car en essayant de relire les explications de Guinevere concernant ces événements, elle dit que Lancelot leur avait mis hors d'état de nuire. Donc il aurait peut-être capturé Macduff et Chéniche vivants dans l'autre chronologie pour obtenir des informations sur Camelot. Donc leur mort honnêtement semble être un résultat plus favorable pour Arthur. Cependant, si l'idée que nous avons eue a été de créer une nouvelle chronologie selon laquelle ce mêlé du destin a de bonnes chances d'entraîner la mort de personnes, alors je suis d'accord avec ce développement. Cela ajoute un sentiment de danger lorsque cela se produira, ce qui pourrait être dans le tout prochain arc avec les nouveaux ordres d'Arthur. C'est dommage qu'ils ne prennent toujours pas les choses au sérieux. Je veux dire, s'il sait que 6 personnes vont échouer à accomplir quoi que ce soit, à quoi servira l'ajout d'une seule personne de plus? Il semble qu'il soit plus concentré sur le fait de jouer avec Ironside pour une raison quelconque. Tout cela mis à part, je suis un peu surpris que Guinevere pense que la perte de serviteurs affecte réellement Arthur après l'avoir vu assassiner directement une fée innocente et ses menaces constantes contre elle personnellement. En fait, en y réfléchissant un peu mieux, elle a fait une hypothèse raisonnable. Si elle ne sait pas tout ce qui pourrait se passer dans le futur après sa mort, elle aurait moins de chances de tout savoir sur Arthur et donc elle réagirait sur la connaissance commune sur lui. C'est un roi humain avec le chaos à sa disposition et il a l'intention de créer un royaume éternel pour les humains et seuls les humains. Cela ferait croire à n'importe qui qu'il se soucie des humains, qu'il veut les protéger, donc il serait peiné de la perte de son peuple. Qu'il s'agisse de chevaliers chaotiques accomplissant leur devoir ou de simples civils. Avant d'avoir le chaos, il était sans aucun doute comme ça, mais après avoir obtenu le chaos et avec tous ces chocs émotionnels, son but a radicalement changé. Et pendant ce temps, le clan des fées fait partie de l'une des races qu'il a commencé à détester à cause de leur implication à l'Alliance Stigma pendant au moins les 2 guerres saintes précédentes. Et il y a aussi soi-disant les actes de Gloxinia en tant que membre des 10 commandements, je suppose bien évidemment, car c'est une supposition putain.
Mais revenons un peu dans le chapitre. Alors, nous sommes ramenés vers le jardin d'Ironside avec Andiodra s'entraînant avec son oncle. Oui, Dio a un oncle, du côté de sa mère bien évidemment. Alors, le beau-frère d'Ironside, son oncle, remarquera qu'il avait évolué, ce qui veut juste dire qu'il s'exerçait en cachette. Nous avons un Dio, ne voulons bien évidemment pas que son père le sache, car vous savez bien qu'il est surprotecteur envers lui. Mais bon, c'est cool de lui voir s'entraîner. Nous avons un Dio voulant bien évidemment écouter la suite d'une histoire que lui racontait son oncle concernant leur jeunesse à lui et à sa mère. En outre, ils étaient à Belfort, une ville de l'ancien Camelot, dans un quartier des plaisirs. Et lorsque leur père leur avait trouvé, il leur avait donné une bonne correction. Nous avons Dio étant de plus en plus curieux concernant la Grande-Bretagne, car d'après ce que lui décrit son oncle, la Grande-Bretagne n'est pas aussi mauvais que son père le lui dit. Son oncle lui dira qu'il lui comprenait et ajoutera qu'Ironside ne lui mentait pas et il faisait tout cela car il aime profondément. Alors nous avons un petit oiseau noir venant vers son oncle. Ils lui donnons bien sûr l'info concernant le fait qu'il devait se rendre à Dalmarie avec ses 6 chevaliers choisis par Ironside. Nous avons ce dernier laissant Dio à 2 connaissances qui regardaient leur entraînement de loin. Ils se nomment Roth et Turette, si je ne dis pas de conneries ou bien j'ai mal prononcé. Leurs noms sont issus du whisky Glen Roth et Glen Turette. Donc ils n'auront peut-être pas une longue vie. Nous avons dans la case avec les 2 chevaliers un Albion juste derrière eux. Ouais. Mais bon, je dirais que c'est un Albion chaotique, ouais. Alors, nous avons l'oncle de Dio enfilant son armure et devant ce visage se cachait Mortlash, oui. J'ai essayé de garder un certain suspense jusqu'à vous montrer son oncle Mortlash. Mais bon, je ne vais pas revenir sur les explications concernant Dio. Dans le chapitre où il était apparu pour la première fois, je vous avais émis les différentes théories lui concernant. Dans le cas où Dio serait le frère jumeau de Perceval ou le frère tout court de Perceval, et bah, ça voudrait dire que Mortlash serait aussi l'oncle de Percy. Et je vois mal Percy laisser ses compagnons tuer une personne de sa famille alors qu'il n'a rien fait de mal d'après lui bien évidemment. Et avec Mortlash allant combattre le Quatuor, nous pourrons peut-être savoir pourquoi Ironside déteste Perceval, car si Mortlash aussi déteste ce dernier, alors ça voudrait dire que Percy est en lien avec la mort de la mère de Dio, donc vraisemblablement à la maladie de Dio et de sa mère, ce qui voudrait dire que Percy est responsable de la mort de la sœur de Mortlash. Mais si ce dernier ne montre pas le signe d'animosité en étant en présence de Perceval, alors ça voudrait dire qu'Ironside serait en colère contre lui pour une toute autre histoire. Mais cet arc nous permettra aussi de savoir si Dio et Perceval ont la même mère, ce qui permettra paradoxalement de confirmer ou d'infirmer les différentes théories émises les concernant. Je crois bien que j'aime bien le personnage de Mortlash avec son attitude, mais bon, j'espère qu'il ne nous montrera pas à l'avenir un signe de merde. Et j'espère que nous saurons si Dio maîtrise déjà la magie ou non, car si la maîtrise, ce serait juste cool, surtout s'il maîtrise aussi l'espoir ou son opposé, le désespoir. J'aimerais voir la réaction d'Ironside à ce sujet. Voilà en fait ce que nous avons eu dans le royaume éternel. Je suis grandement intrigué par ces 6 chevaliers qu'Ironside a choisis et parce que c'est Arthur qui lui a donné l'ordre de choisir ces 6 chevaliers et qu'il déteste, si je ne dis pas de conneries, le caractère de Pelgard et aussi qu'il sait que ces chevaliers mourront. Je parle des 6 chevaliers bien sûr, pas de Mortlash. Alors pourquoi ne choisirait-il pas Pelgard et nous pourrons enfin revoir ce dernier? Mais bon, l'avenir nous le dira. Et une fois de plus, nous pouvons voir que Mortlash reçoit beaucoup de confiance. Ironside met le sien en lui et il semble être un membre apprécié du cercle restreint d'Arthur au point où lui, roi, le garde près de lui. Je me demande même pourquoi. J'espère que nous en apprendrons bientôt plus sur lui. C'est un personnage intéressant et il doit être tout à fait capable de nous donner un truc dingue. Il a aussi l'air complètement différent de ce que je m'imaginais. Concernant la situation avec Ironside et Mortlash, Ironside ne semble pas considérer le Quatuor comme un défi majeur. Donc, je doute qu'il s'inquiète de l'échec de Mortlash. Et concernant le fait qu'il ait mentionné son jardin avec Mortlash laissant 2 personnes, possiblement des chevaliers chaotiques derrière avec Diodra, me fait penser qu'il a été plus préoccupé par le fait que Dio soit laissé sans surveillance que par le danger que court Mortlash. Donc en outre, nous obtenons enfin Mortlash en tant qu'antagoniste d'un arc. Je me demande si ce sera la prochaine révélation concernant les 4 périls. Sachez que je ne suis pas le seul à penser qu'il ne fait pas partie des 4 périls. S'il fait vraiment partie des 4 périls, il ne vivra pas longtemps car il est sous la malédiction du whisky écossais. Je dis cela car cela aurait beaucoup de sens si ce groupe avait des personnages de légende comme Ironside, le chevalier rouge, Bertlac, le chevalier vert et ainsi de suite. Les choses ne vont pas très bien pour Mortlash en ce moment, mais au moins il pourrait bien sûr
être un méchant potentiellement intéressant compte tenu de son lien avec Ironside. Je me demande s'il sait quelque chose sur la naissance de Perceval, puisque c'est encore un mystère total pour nous lecteurs. Alors nous avons fait la dernière partie de ce chapitre, là où nous avons le quatuor et compagnie sortant de Walnac, avec bien évidemment le corps sans vie de Jade dans un cercueil. Ils ont aussi appelé Tétis, nous les avons juste là. Non, ça m'a juste fait pitié. Tétis exprimera sa honte concernant le fait qu'ils aient déjà perdu un compagnon dès le début de l'aventure. Elle dira à Tristan de continuer néanmoins leur recherche concernant le moyen d'entrer à Camelot. Il la dira qu'à ce sujet, ils ont quelques infos et nous avons Lo qui arrive. Il la présentera à Tétis. Lo s'excusera bien évidemment d'avoir été la cause lointaine de la mort de Jade. Nous avons une Anne, la disant qu'elle espérait que ces infos devaient vraiment être importantes, sinon elle ne pourra en aucun cas être pardonnée. Nous avons une Lo leur disant de la suivre. Ils se demanderont là où ils devaient la suivre et alors elle leur dira qu'ils doivent partir au royaume démoniaque. Nous avons la réaction de tous à ce sujet. Percy se demandera juste ce qu'était le royaume démoniaque. Si vous aussi vous posez cette question, et bah c'est le pays des démons. Ouais, c'est là où vivent les démons. Lo dira à ce dernier que c'était le pays des démons, mais vous connaissez bien évidemment la compréhension légendaire de Percy. Oui. Et Naisien lui dira tout simplement que c'était là où vivait Dolchemont, le démon qu'il avait rencontré à Dalfar, là où il y avait bien évidemment Gaozer. Lo regardera Percy de plus près comme s'il y avait quelque chose de bizarre sur son visage. Et alors nous avons enfin le chapitre Lo demandant à Percy s'il était vraiment Perceval, ce qui laisse entendre qu'elle connaît peut-être Perceval. Là-dessus, il n'y a que quelques possibilités minimes à ce sujet. Alors premièrement, Lo l'a prise de Dolchemont avec un Dolchemont que l'expliquant ce qu'avait fait Percy et autres, ce qui lui a étonné bien évidemment. Ou encore Lo l'a prise de ses compagnons qui sont allés à Dalfar, car c'est là-bas que se trouve ce dernier. Et donc elle a été intriguée par lui. Déjà, ne pensez pas que non, c'est parce que Percy est un démon, car en revenant en arrière durant le début de l'arc lyonnaise, nous avons eu Tristan attaquant Percy en mode berserk et ce dernier croyant que Percy était un démon avait utilisé un sort qui ne fonctionne que sur les démons et ce sort n'avait pas fonctionné, ce qui nous avait prouvé que Percy n'était pas un démon ou ne l'était pas entièrement. Mais bon, n'oublions pas aussi le fait qu'elle puisse connaître la véritable mère de Percy qui lui a parlé de Percy, même si cela n'est clairement pas ce qui lui a permis de connaître le nom de Perceval. Je n'oublie néanmoins pas de vous émettre cette théorie. Sait-on jamais, peut-être que c'est cela ou pas. Faites-moi savoir en commentaire bien évidemment. Je constate qu'il y a plus en plus de similitudes entre Perceval et Govan. Je pense même que cela commence à ressembler à un complot. Tous deux sont des nains, des pervers, même si Percy ne sait pas vraiment ce qu'il fait, je m'en fous. Il n'a plus 4 ans et il a maintenant 16 piges. C'est un pervers. Ils ont été élevés par un grand-père, même si pour Govan, ça a été ses 2 grands-parents. Ils ont des pères diaboliques à Camelot et maintenant des oncles diaboliques pour Govan, Arthur et pour Percy, en théorie, Mortlash. Pour un ensemble complet, il n'y a pas encore de frères maléfiques. On attend donc Agraven ou Gareth pour refaire le plein de Diodra. Alors ce chapitre, comme je vous l'ai dit plus tôt, je l'ai trouvé juste incroyable avec les infos et autres qu'il nous confère, avec Arthur qui devient de plus en plus fou, Mortlash qui est l'oncle de Dio et probablement aussi de Percy, Lo qui connaît Percy et le secret concernant le royaume démoniaque. Non, ce chapitre m'a juste bien mis. J'ai grandement été sous le choc d'en apprendre autant en un seul chapitre. Le premier chapitre a pour titre le départ pour le royaume démoniaque. J'ai un peu changé le titre, mais je m'en fous. Si vous voulez tout savoir, le titre originel c'est Viens au royaume démoniaque. Voilà déjà pour ceux qui penseront qu'ils vont direct aller au royaume démoniaque au vu de la fin de ce chapitre. Et bah je pense que vous vous trompez. J'ai moi-même aussi pensé qu'ils iront directement, mais je me suis rendu compte que je me trompais peut-être un peu, car le royaume démoniaque n'est pas juste accessible à qui le veut, car pour y accéder vous devez vous rendre à un certain endroit servant de passerelle entre les 2 mondes, un peu comme là où Meudas et Zeldris étaient allés pour aller au royaume démoniaque. Si vous vous souvenez bien, dans le second film Seven Deadly Sins, sur la lumière, c'est là où il y avait la divinité suprême, si je ne me trompe pas. Avec l'ordre qu'Arthur a donné à ses chevaliers, je crois qu'ils devront partir à Dalmarie pour pouvoir trouver l'endroit servant de passerelle. Mais bon, peut-être que Tétis pourrait créer cette passerelle, mais bon, je ne crois pas qu'elle le fera. Donc ils devront aller à l'endroit servant de passerelle et donc ils devront passer par Dalmarie, ce qui veut juste dire que nous ne verrons pas Zeldris et Geldad d'aussitôt, car ils devront d'abord affronter les chevaliers chaotiques envoyés par Arthur puis aller au royaume démoniaque. Et aussi car s'ils vont directement au royaume démoniaque, Arthur pensera que Guenièvre lui a menti et donc il fera quelque chose à son encontre, peut-être une punition, je sais pas, il s'en fout en fait, il pourrait faire quelque chose de mal, je vous le dis clairement. Ce sera
intéressant de voir comment ce truc avec le royaume des démons affecte la mission actuelle. Le groupe va-t-il simplement laisser tomber tout le reste pour le moment, ou va-t-il envoyer une équipe distincte pour enquêter sur cette piste pendant que les autres équipes s'occupent de celles qui existent déjà? Si nécessaire, Goven pourrait aller avec l'équipe Tristan pour enquêter sur l'ancien Camelot pendant que Tristan et Lo se rendent dans le royaume des démons. De cette façon, toutes les intrigues pourraient se dérouler simultanément, ce qui permettrait également aux ennemis de chaque région d'être correctement équilibrés. La seule raison pour laquelle quelques chevaliers du chaos, Macduff et Chinenich, ont représenté quoi que ce soit dans cet arc est que Lo ait utilisé brouillage et ait empêché toutes les centrales électriques de les localiser. Il devra également y avoir des obstacles pratiquement similaires à l'avenir si tout le groupe reste ensemble. Soit cela, soit les ennemis doivent être si forts que même Lancelot et Tristan ont du mal avec eux. Mais alors, les membres non quatuor seraient à peu près inutiles. En ce sens, se séparer serait préférable pour eux, bien évidemment. Cependant, le fait que Lo semble avoir entendu parler de Percy me donne l'impression qu'il va également se diriger vers le royaume des démons. Donc, nous verrons comment Nakaba veut aborder cela. Je suis également curieux de savoir comment Mortlash et compagnie réagiront dans le cas où le groupe n'aurait pas allé à Dalmarie. Car arrivé sur place, ils s'attendront à ce que le groupe aille d'abord à Dalmarie. Alors, je suis ravi de pouvoir enfin voir plus du royaume des démons. Car bien qu'il y ait 3 autres royaumes en plus de Britannia, à l'exception du Purgatoire, ils ont été brièvement touchés et n'ont pratiquement aucune importance. Cela a rendu l'espace de la série plus petite qu'elle n'aurait dû l'être. Mais Nakaba avait probablement l'intention que la suite explore tout. J'espère que nous arriverons également dans les royaumes célestes et féeriques à un moment donné, bien évidemment, en voyant King, Diane et Maël en cours de route après avoir vu Gelda et Zeldris, bien évidemment, qui, espérons-le, ont déjà un enfant, serait beau. Cependant, je me demande comment le groupe va survivre dans le royaume des démons. C'est un environnement toxique adapté aux démons, avec seulement les déesses de haut rang capables d'y résister. Autrement, comme en témoigne Elisabeth y allant 2 à 3 fois, et la divinité suprême polissant Dahlia et Dubs pour détruire littéralement le miasme du royaume, permettant à celui-ci de devenir non toxique. Je pense que Tristan, Lancelot et Percy sont les seuls à pouvoir survivre à la toxicité, peut-être même le quatuor en entier, mais nous allons y revenir. Tous les autres devraient en être incapables. En fait, à vrai dire, je ne pense même pas que Lancelot arrivant à y résister serait pertinent, car dans les Seven Deadly Sins, il a été sous-entendu qu'aucun des péchés ne pourrait jamais voir Meliodas et Elisabeth quand ils allaient être séparés, puisque c'était si dramatique, et nous avons même vu un dernier moment d'adieu. Alors Lancelot ne devrait pas pouvoir non plus, sinon vraiment Nakaba devra trouver quelque chose. Mais nous pouvons aussi voir un Nakaba rétablissant soudainement la toxicité du royaume des démons pour permettre au groupe de voyager sans problème, ce qui serait selon moi incohérent, car nous avions eu tout un arc de dilemme et de conflits situés autour de Meliodas devant exister dans le royaume des démons s'il devenait le nouveau roi démon, ce qui aurait cassé le groupe de façon permanente. Ou encore, pour cela, nous aurons un Aïsienne proposant un élixir les aidant à respirer là-bas. Ou encore, le quatuor utilise certaines de leurs compétences et capacités personnelles pour aider le peloton. En y réfléchissant un peu mieux, je suis à peu près sûr que chacun des 4 a une compétence ou une capacité permettant de respirer dans un environnement aussi toxique. Tristan a sa physiologie mixte, plus large bien évidemment, qui devrait soit dissiper progressivement les miasmes, soit être transformé en bulle protectrice pour les visiteurs. Percy a les golems qui peuvent tout aussi bien être utilisés. Goven a le cube parfait en constante évolution, et avec les différents défis de cet endroit, il n'y a que Lindora qui pourrait lui poser un défi. J'espère juste que Zeldris n'a pas été manipulé par Arthur, allant bien évidemment dans son camp et devenant ainsi un antagoniste. Et Lancelot devrait non seulement avoir des traces de la miraculeuse fontaine de jouvence dans son propre corps, mais aurait dû hériter de la prédisposition de Ban pour l'adaptation et une forte endurance, car vous connaissez bien le talent de Ban concernant l'adaptation qui lui a permis de s'adapter à l'environnement hostile du purgatoire. Dans le cas où ils iront directement au royaume démoniaque, et je m'attendais à voir bientôt l'enfant de Zeldris et Gelda, mais je ne pensais pas que la visite au royaume des démons se produirait aussi vite. Concernant leurs compagnons, même s'il existe un moyen de les protéger de l'environnement hostile du royaume démoniaque, ils seraient en poil mort total au cas où un Lindora ou quelque chose se présenterait. Sur cette note, j'espère que nous pourrons voir les autres types d'Indora au cours de ce voyage. Peut-être qu'un ennemi particulièrement puissant pourrait être le premier ennemi à pousser Lancelot à ses limites. Cela pourrait mettre en place une scène cool où Zeldris ou encore où son fils
se présente pour sauver le groupe. Et alors, concernant le destin, même après vous avoir dit qu'ils partiront à Dalmarie avant de partir au royaume démoniaque, et partir directement au royaume démoniaque nous montrera que l'eau a définitivement été la faille du destin entrevue par Guenièvre, qui ne l'a pas vu dans la première chronologie. Arthur, qui ne semble même pas dire un mot concernant ces démons, me fait penser qu'il ne sait peut-être pas ce qui s'est passé avec ces démons. Peut-être qu'il n'a pas été averti que ce seraient des démons qui seront envoyés à Walnak. Il croyait peut-être qu'il n'y a eu que Macduff et Tininish là-bas. Et je n'ai plus rien à vous dire concernant ce destin. J'allais un peu mieux vous expliquer ce bail, mais bon, j'ai voulu vous faire la vidéo assez vite, donc excusez-moi, mais peut-être que nous allons parler dans une autre vidéo, peut-être, je sais pas, qui sait, peut-être, mais continuons. Mais en outre, même après avoir dit des choses positives pour Mortlach, je pense aussi d'un autre côté que nous pouvons déjà dire au revoir à Mortlach, car la malédiction du whisky écossais n'épargne personne. Ouais, il restera ce qui pousserait d'autant plus Diodra à plus détester le quatuor du destin et paradoxalement aussi son frère, ce qui serait juste hyper cool d'après moi, bien évidemment. Je ne dis pas que ce serait cool pour vous, mais pour moi ce serait juste une dingue.